Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Toute seule. Aujourd'hui je vais vous présenter mon sujet de TFE qui s'intitule « Quelles activités mettre en place afin de déconstruire les stéréotypes relatifs au genre au sein d'une classe maternelle ». On va commencer par le plan de présentation. Donc je vais vous exposer vite fait quelques notions indispensables. Ensuite, je vous parlerai de l'enracinement des stéréotypes, puis de la déconstruction des stéréotypes. Ensuite, de l'utilisation d'outils aidant à la déconstruction des stéréotypes. Et on passera enfin à la conclusion. Donc, pour commencer, nous allons parler des stéréotypes et des préjugés, du sexe et du genre, de l'identité sexuée. Pensez à stéréotype, qu'est-ce que c'est? C'est une idée préconçue qui se rapporte à un groupe et qui est dénuée d'analyse objective. C'est-à-dire que c'est une idée qu'on va attribuer sur un groupe de personnes pour prendre en compte la personne à part entière. Ça vient du principe de catégorisation, ça influe sur la construction de l'identité de la personne, étant donné que celle-ci va être catégorisée. Et le stéréotype peut être positif ou négatif. Ceci dit, le stéréotype positif peut être tout aussi néfaste que le stéréotype négatif, étant donné que si je vais faire une généralité en disant par exemple que toutes les petites filles sont sages, ben, la petite fille qui sera un peu rebelle, on va dire, va se demander si elle va penser qu'elle ne fait pas partie de la norme et que quelque chose ne va pas par conséquent. C'est pourquoi c'est négatif. On va passer aux préjugés. Donc il s'agit d'un jugement formé à l'avance, positif ou négatif, généralement négatif. Donc le préjugé lancé sans examen, c'est-à-dire que de nouveau on ne va pas prendre en compte la personne qu'on a face à nous, mais la placer dans la même catégorie à laquelle elle appartiendrait. Le préjugé est généralement négatif et il entraîne bien évidemment des discriminations. Celui-ci est souvent attaché à un processus de défense, c'est-à-dire que on se sent plus en sécurité de se dire que telle personne va être comme ça parce qu'elle appartient à tel groupe, etc. Ensuite, nous allons parler du sexe et du genre. Alors, donc le sexe, c'est un caractère physique de l'individu, donc défini par l'ADN, c'est-à-dire le sexe féminin et le sexe masculin. Il est notable au niveau de l'appareil génital et défini au niveau des gènes, sauf en cas d'anomalie. Maintenant, il arrive qu'on naisse avec le sexe et là, c'est un autre cas. Alors, il s'agit aussi d'une production d'hormones en quantité plus ou moins faible, donc chez les hommes la testostérone, la femme la progestérone. Pour ce qui est du genre, donc là il s'agit d'un trait caractéristique qui est déterminé par la société. Ici on parle notamment du genre féminin et du genre masculin, mais dans les faits on sait très bien qu'il n'existe pas deux genres, mais qu'il peut en avoir bien d'autres qu'on saurait définir tant la liste est longue. Alors, donc il s'agit d'un processus de construction d'identité, donc moi je suis une femme, je me sens comme étant une femme. Voilà, c'est très simple. Maintenant, un homme peut se sentir plus féminin, une femme peut se sentir plus masculine, ça dépendra toujours de la personne. La norme évolue évidemment au fil du temps, bien que généralement le genre masculin et le genre féminin restent assez intemporels et universels. Pour ce qui est de l'identité, il s'agit de la perception de soi-même et la perception des autres par rapport à soi-même. Alors, il faut savoir que c'est un terme abstrait, il serait même indéfinissable étant donné que l'identité peut définir l'identité elle-même en fait, ce qui fait que le terme reste assez abstrait et indéfinissable. Pour l'identité sexuée, il s'agit d'un ressenti d'appartenance à un groupe de sexe. Donc il est construit par rapport singulier au genre, c'est-à-dire que c'est assez proche dans le sens où son identité sexuelle, on va la construire en fonction de soi et pas en fonction de ce que la norme va nous, entre guillemets, imposer. Donc c'est différent évidemment du sexe génétique, étant donné que le sexe génétique sera évidemment défini par des termes plus scientifiques et plus biologiques, que l'identité sexuée se construit en fonction de chaque personne. Nous allons parler brièvement de l'enracinement des stéréotypes. Alors pour commencer, il se
construit déjà dans la famille, également au niveau des médias et au niveau de l'école. La famille qui joue un rôle évidemment. Alors, l'enracinement des stéréotypes dépendra aussi du comportement des parents, de ce qu'ils vont dire ou pas dire. Et aussi, il faut prendre en compte la culture de ceux-ci. Une famille issue d'une culture précise ne réagira pas comme une autre famille issue d'une autre culture. Ça peut être différent. Alors, ils ont généralement un recul ou non par rapport aux médias, mais on peut imaginer qu'une famille peut être également influencée par les médias, sauf évidemment si cette famille prend du recul par rapport à ce qui est dit et diffusé à la télé, dans les livres, etc. Nous allons parler des médias. Donc, ceux-ci transportent généralement des idées préconçues. À savoir, dans les dessins animés, on remarque pas mal de stéréotypes où la petite fille sera représentée avec des petites robes, le petit garçon en jouant au foot, et avec deux caractères bien précis pour chacun d'entre eux. Et généralement, au niveau des caractères, souvent la petite fille, ça a un genre studieuse qui écoute, et le garçon un peu plus exubérant, on va dire entre guillemets, sportif, etc. Ça se remarque également au niveau des albums et au niveau des publicités, au niveau des jouets. C'est-à-dire que dans les livres, on retrouve souvent une illustration, ou dans la page catégorisée pour les filles, parce qu'il y a aussi ça, où on trouvera la petite cuisinière avec la petite fille dessinée dessus, donc en train de jouer vers la cuisine, ou le garçon en train de jouer à la voiture, par exemple. Maintenant, nous allons parler de l'école. Ici, il faut prendre également en compte les agissements et les paroles du corps enseignant en général, que ce soit l'enseignant, la direction, le surveillant, la personne qui s'occupe de la cantine. Tout le monde peut avoir une influence sur l'enfant parce que toutes ces personnes ont ou pas des stéréotypes présents dans leur esprit. Si des stéréotypes présents évidemment chez les autres enfants. On a souvent remarqué dans les cours de récré le petit garçon qui va se moquer d'un autre petit garçon parce que par exemple il a été prendre le vélo rose. Et au niveau des activités imposées, parfois on ne s'en rend pas compte, mais dans nos activités parfois on est soit confronté directement aux stéréotypes, ou parfois certaines activités ressortent des traits stéréotypés dont on ne fait pas toujours attention. Je pense notamment au jeu Qui est-ce, où les images des hommes et des femmes sont vraiment représentées par des stéréotypes. Vous intéresse le plus la déconstruction des stéréotypes. Déconstruire les stéréotypes. Alors, il faut d'abord favoriser les échanges et susciter les débats. C'est ce qui, en premier lieu, va aider à la déconstruction, dans le sens où il y aura des enfants qui vont échanger, argumenter, débattre, chacun exprimera son opinion, et ensuite le processus de déconstruction pourra s'enclencher à l'aide du débat. Prendre leurs origines évidemment, parce que un stéréotype a toujours une source. Comprendre les liens avec nos expériences personnelles, parce que généralement les stéréotypes que l'on a dans notre esprit sont souvent liés aussi à nos expériences personnelles. Si on a eu une mauvaise expérience, par exemple en secondaire avec un groupe d'adolescents d'origine étrangère, bah, généralement on pourrait avoir tendance à stéréotyper et catégoriser ces personnes-là. Maintenant, c'est pas toujours le cas non plus quand on prend du recul. Le recul nécessaire face à ces stéréotypes. Donc, j'ai un stéréotype dans ma tête, déjà l'identifier, me demander pourquoi, d'où ça vient, et ensuite prendre du recul par rapport à ça. Nous allons parler de mes outils. Je vais commencer par les outils que j'ai utilisés en stage. Alors, le premier, il s'agit d'une conversation que j'ai eue avec les enfants, quels sont mes coins préférés. Donc là, ça se déroulait au point rassemblement, j'avais un tableau dans lequel je relevais les coins préférés des enfants et les éventuelles remarques. Et les enfants disaient chacun leur tour quel coin ils préféraient, et s'il y avait une réaction d'un autre enfant ou même du même enfant, je la notais dans la case appropriée. Alors, ce que j'ai constaté dans cette classe-là, c'est qu'il y avait une présence moindre du coin poupée, c'est-à-dire que les poupées étaient toutes dans un bac, placées en hauteur, donc le coin poupée était du coup un
peu biaisé au niveau du résultat parce qu'il n'y avait, enfin, l'accès n'était pas très facile. Leurs choix ont été constatés comme étant quand même stéréotypés. Donc les filles au dessin, les garçons à la construction. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que moi, je suis arrivée pendant un mois, donc à un moment M, et les enfants ressentaient peut-être juste le besoin d'aller à cet endroit-là. Si ça se trouve, le mois d'avant, ils allaient, les filles allaient au coin de construction, les garçons au dessin, etc. Donc l'enfant a parfois besoin de revivre une scène au coordinate pour extérioriser ce qu'il a vécu à la maison, par exemple. Donc l'activité suivante, qu'est-ce que je veux faire plus tard? Donc de nouveau le même principe, au coin rassemblement avec un tableau et les enfants répondaient chacun à leur tour. Alors le choix des métiers était généralement très original. Il y en a une qui voulait faire graveuse, je pense aussi au métier de prof de yoga, au métier de musicien, précisément batteur. Maintenant, il reste ceci dit quand même très stéréotypé car les filles choisissaient souvent des métiers en rapport avec souvent stéréotypés mettons pour les femmes et les garçons qui font des métiers souvent stéréotypés pour les garçons. Prendre en compte aussi le facteur de changement chez les enfants, ils sont encore petits, ils n'ont pas le recul nécessaire pour se dire ah tiens je veux faire ça plus tard, déjà nous parfois à nos âges on ne sait pas toujours. Donc ça peut changer aussi et la semaine prochaine, si ça se trouve, j'aurais très bien pu avoir eu une élève qui m'aurait dit j'aimerais bien être militaire par exemple. On ne sait pas, ça reste assez vague. Ensuite je vais passer à la lecture d'albums. 10 albums, donc j'ai choisi des albums qui sont stéréotypés ou qui déconstruisent les stéréotypes. Celui-ci est assez stéréotypé, par contre celui-là en déconstruit un. J'ai choisi une grille aussi pour noter les réactions des enfants et les discussions que l'on a eues. Pourquoi j'ai gardé des albums stéréotypés? Il est nécessaire de garder des albums stéréotypés dans le sens où les enfants ont besoin d'être confrontés aux stéréotypes. C'est-à-dire que si on crée une classe toute neutre, dénuée de stéréotypes, les enfants n'y seront peut-être pas confrontés dans la classe, mais les stéréotypes restent présents à l'extérieur. Et ce qui serait dommage, c'est que si on évite les stéréotypes en classe, on ne les déconstruit pas, dans le sens où on les évite, on n'en parle pas, mais du coup, ils restent présents à l'extérieur. Donc c'est important qu'on se retrouve dans des situations où les stéréotypes sont présents pour pouvoir en discuter avec les élèves et évidemment les déconstruire. J'ai noté dans mes constats que les débats sont importants. Mais également, il ne faut pas oublier la question de subjectivité qui, par exemple, moi je vais peut-être penser que tel jouet ou tel fait est considéré comme féminin, mais un autre enfant pourrait penser cela différemment. Donc on peut avoir un avis différent. Et là aussi c'est intéressant, parce que là il confronte le fait que, ah bah non, moi je ne trouve pas que cela soit pour les garçons, ou non, je ne trouve pas que cela soit pour les filles, et là il explique pourquoi, ce qui crée un débat et peut-être une remise en question chez l'enfant qui initialement pensait que c'était uniquement pour les filles ou pour les garçons, etc. Qui est-ce? Alors ce jeu est intéressant à exploiter comme je l'ai dit plus tôt, parce que les images représentant les hommes et les femmes sont très stéréotypées. Alors ici on dispose du jeu. On demande aux enfants de classer les images filles-garçons. Ensuite, on leur demande d'expliquer les critères qui montrent que c'est une femme ou que c'est un homme. Et ensuite, on en débat. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut constater les ressemblances et les différences, mais surtout par rapport à la vie réelle. Je pense notamment au fait que les femmes étaient représentées avec des boucles d'oreilles. Et on peut se demander si les boucles d'oreilles sont vraiment un critère qui détermine que c'est une femme, étant donné que par exemple, le petit Kylian, il en a une. Il y a ça, mais il y a aussi les bijoux en général. Un homme peut très bien porter une chaîne, et c'est ainsi qu'on va déconstruire les stéréotypes, ou avec le critère cheveux, bien que dans le jeu qui a les cheveux longs soit pas trop présent. Maintenant, une femme avec une barbe, il ne faut pas exagérer, ça c'est sûr. J'ai rajouté des nouvelles activités qui pourraient être intéressantes à exploiter. Suite à une remise en question de mon travail antérieur,
Donc là, je propose 3 activités. Donc il s'agit de la ligne blanche des stéréotypes, qui fait quoi à la maison et que peut faire un homme ou une femme avec. Alors, la première activité, la ligne blanche des stéréotypes, consiste à tracer une ligne blanche au milieu de la classe. On prend des petits panneaux. Donc, à un bout de la classe, on va placer celui-là pour dire « je suis pour ». Et à l'autre bout, on va placer celui-là pour dire « je suis contre ». C'est des images très simples auxquelles les enfants peuvent se référencer. Alors, suite à cela, quand l'espace est bien disposé, on cite une liste de phrases stéréotypées ou non, c'est pas obligé d'être des phrases stéréotypées. Donc les enfants sont au milieu et je vais dire par exemple la danse est uniquement pour les filles. Donc là les enfants vont se déplacer vers le pour ou vers le contre en fonction de leur avis et là on leur demande ah bah pourquoi tu penses ça et ils pourront en débattre. Ce que je trouve très intéressant avec cette activité c'est qu'il y a l'application du vécu corporel. Donc non seulement les enfants peuvent exprimer leur opinion, mais en plus ils vivent vraiment leur position par rapport à l'affirmation dans le sens propre. Donc ils se positionnent réellement par rapport à la phrase. Maintenant on peut aussi proposer d'être vers le milieu, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais je ne suis pas tout à fait contre non plus. Ce qui est aussi intéressant. Maintenant ce qu'il faut faire attention, c'est l'effet de groupe. Mais ça, on peut y remédier en tant qu'enseignant en se disant tiens je vois qu'il y en a beaucoup qui vont par là tout le temps, c'est quand même bizarre, je vais jouer avec eux. Donc là je vais me dire bon bah non, moi je suis de cet avis là en fait, donc je vais me placer là où il y a personne ou le moins de personnes. Ah mais non parce que... Ou même leur demander pourquoi à votre avis je peux ne pas être d'accord. Et là ils pourraient se dire d'eux-mêmes, ah bah peut-être pour ça, peut-être... Comme ça je donne pas directement mon avis parce que en tant qu'adulte je peux les influencer et ils pourraient se dire, mais si elle se met là et qu'elle le dit, vu que c'est madame, c'est que la réponse juste elle est là en fait. Donc il faut quand même ne pas oublier que on peut influencer énormément les enfants. Fait quoi à la maison? Donc je vous ai apporté un magnifique panneau. Donc nous avons maman, papa et le chiffre 2, ça veut dire les deux. Nous avons ici les tâches et ce que je propose aux enfants, c'est d'avoir une gommette avec leur nom ou leur initiale, puisque les gommettes placées, et de placer qui fait quoi à la maison. Par exemple, qui lave la voiture, maman ou papa, qui fait à manger, maman ou papa, etc. À ce niveau-là, on aura un vis-à-vis de qui fait quoi à la maison et on verra que les réponses ne sont pas toujours les mêmes, ce qui montrera qu'une tâche n'est pas spécialement attribuée à un homme ou à une femme. C'est pas toujours la femme qui va passer l'aspirateur et c'est pas toujours l'homme qui va passer la tondeuse. Moi je connais des femmes qui adorent passer la tondeuse dans leur pelouse et mon papa a déjà repassé par exemple. Donc ça peut être intéressant. Et là je sais ce que vous vous dites à l'instant même. Oui, mais les familles traditionnelles, c'est pas toujours d'actualité. C'est pour ça que j'ai prévu le coup. Au cas où j'aurais un enfant dont les parents seraient homosexuels, j'ai prévu un autre panneau où il y aurait maman 1, maman 2, papa 1, papa 2. Donc de nouveau, c'est le même principe. Comme ça, il n'y a pas de discrimination et on prend tout en compte. On va passer à l'activité suivante qui s'appelle « Que peut faire un homme ou une femme avec ?» Alors ici nous avons un jeu de cartes, nous avons notre homme et notre femme. Donc on va commencer par exemple par l'homme. L'enfant tire une carte au hasard et par exemple il va tomber sur le tournevis. Alors par exemple Monsieur Gaillard, pouvez-vous me dire ce que peut faire un homme avec un tournevis? Travaux. Oui, par exemple. Alors maintenant même exercice. Que peut faire une femme avec un tournevis? Ranger dans la mallette de l'homme. Mais le truc c'est intéressant parce que je m'y attends. Et ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est demander aux enfants, ah bah un tel a dit que l'homme il pouvait faire des travaux et que la femme elle pouvait... Mais la femme elle peut pas faire des travaux avec le tournevis à votre avis? Par exemple. Alors, il y a d'autres choses un peu plus simples, il n'y a pas que des outils. Alors,
mademoiselle peut faire une femme avec un marteau? C'est des trucs. Et que peut faire un homme avec un marteau? C'est des trucs. Voilà, ça c'est intéressant parce que là on peut constater que peu importe l'objet, un homme ou une femme peut très bien faire la même chose avec. Et ça déconstruit les stéréotypes dans le sens où un objet n'a pas spécialement à être associé à un homme ou à une femme, dans le sens où justement une femme peut très bien casser des trucs avec un marteau, mais un homme aussi, tout comme elle peut très bien clouer un cadre avec un marteau. Je vous passe quand même les cartes pour que vous voyez les différences. On arrive tout doucement à la fin, donc en quoi ces outils permettent la déconstruction des stéréotypes. Donc ils suscitent généralement la comparaison, les débats et les échanges, ce qui est très important. Ensuite, ils mettent les élèves en situation, permettent de voir leur réaction face à certaines situations, mais aussi la réaction des autres, ce qui est très important. Ces outils permettent d'ouvrir une perspective par rapport à ce qui est considéré comme masculin ou féminin, c'est-à-dire qu'on va remettre les choses en question, on va en débattre et déconstruction pourra se faire dans le sens où on en débattra et les enfants peut-être se construiront une opinion tout à fait différente. Et ensuite, ces outils permettent d'affûter l'esprit critique des élèves, ce qui est très important, parce qu'au fur et à mesure des années d'études, on nous demande de plus en plus de développer notre esprit critique, et parfois trop tard. Enfin, pour moi, trop tard en tout cas. Mais ici, c'est déjà un bon point de départ, c'est que l'enfant va apprendre à déjà remettre les choses en question et à prendre du recul par rapport à certains faits, certains dires ou certaines situations. Donc, en conclusion, il faut savoir que déconstruire les stéréotypes, c'est pas un travail qui se fait en un mois, mais ça se fait tous les jours, car c'est un travail qui doit se répéter et les enfants doivent être imprégnés de ça pour pouvoir construire leur esprit critique et donner leur opinion et prendre du recul. Alors, il est important de confronter les élèves aux stéréotypes afin de les sensibiliser. Ce que je disais plus tôt, c'est qu'une classe où on éviterait tout stéréotype, c'est pas une bonne idée dans le sens où les élèves ont besoin d'être confrontés aux stéréotypes et l'enseignant a besoin de voir que le stéréotype est bien présent et pouvoir le déconstruire. Par exemple, dire « Ah bah tiens, j'ai remarqué que au quoi déguisement, on s'était un peu moqué de Patrick parce qu'il avait mis la robe de Blanche-Neige. J'aimerais bien savoir pourquoi. » Et là, on entre dans un débat et c'est très utile. Donc, il est important de déconstruire les stéréotypes car ils sont néfastes et risquent de mettre des barrières aux élèves. Par exemple, une petite fille pourrait très bien se dire « J'ai envie d'être militaire », comme je l'ai dit tout à l'heure, mais se dira « Ah bah non, je peux pas parce que je suis une fille ». Ce qui est un peu cassant, dans le sens où elle va se mettre des barrières à cause des stéréotypes imposés par une norme qui ne devrait pas être présent malheureusement.